Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 110. J'espère que, comme toutes les semaines, tu as la forme. J'espère que tu passes une bonne journée ou un bon début de journée. Aujourd'hui, épisode, ça fait un petit moment, épisode de session questions-réponses. Comme d'hab, je vous ai posé en story sur Instagram une petite box dans lequel vous pouviez poser vos questions sur le sport, sur la nutrition, sur la perte de poids. Bref, j'ai reçu pas mal de questions. Merci à celles et ceux qui ont posé ces questions. Et ben, on va y répondre. On va y répondre aujourd'hui. Ça va être très simple. On va pas tergiverser. Il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Et on va commencer. Vous allez voir, on va parler de compléments alimentaires. On va parler de métabolisme. On va parler de rétention d'eau. On va parler de traction, on va parler de petit déjeuner, on va parler de jeûne, on va parler d'entraînement, on va parler de craquage, on va parler de blessures, on va parler de plein de choses, des choses qu'en tout cas apparemment vous intéressent, puisque vous m'avez posé la question en tout cas. Merci pour ça, et rentrons directement dans le vif du sujet. J'ai Thibaut qui m'a posé 2 questions, donc on va commencer par ces questions de Thibaut qui sont intéressantes. La première question, c'est quel entraînement ou alimentation pour un sommeil en or? Effectivement, le sommeil, vous le savez, pour beaucoup, ça fait partie de la pyramide de la perte de poids. C'est un point qui est très important. Un bon sommeil va permettre d'éviter pas mal de problèmes de santé derrière. Donc, comment on fait pour l'optimiser? Quels entraînements, quelle alimentation? C'est assez simple en fin de compte. Pour un sommeil de qualité, déjà, il faut avoir une routine régulière de sommeil. C'est-à-dire déjà essayer de se coucher et de se lever aux mêmes heures si possible. Évidemment, on ne peut pas toujours, mais quand on peut, on le fait. Extrêmement important, déjà, de se réveiller aux mêmes heures, d'essayer de se coucher aux mêmes heures. Je ne sais pas, à partir de 22h30, essayer de déconnecter des écrans. Hyper important. Même si ce n'est pas la question de Thibaut, il va parler entraînement alimentation, mais je vais y venir. C'est important. Il faut également favoriser un environnement propice au repos. Moi, j'ai fait le test. C'est vrai que quand je lis un bouquin ou je discute avec quelqu'un, mais voilà, une discussion tranquille, ou que j'écoute un podcast, mais un truc tranquille, pas un film d'action, pas scroller sur TikTok ou pas faire du sport à 23h, c'est vrai que tu as plus envie de t'endormir. Clairement, ton cerveau t'envoie des signaux tout au long de la soirée, tu bailles, tu as les yeux qui se ferment petit à petit. Ça, c'est bon signe que tu vas certainement bien dormir. Pour la plupart des gens, encore une fois, je suis pas spécialiste du sommeil, mais pour la plupart des gens. Le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui font du téléphone avant de dormir, qui se foutent de la lumière bleue dans les yeux, justement, juste avant de dormir. Et ça, c'est insoupçonné, mais c'est extrêmement mauvais, clairement. Ça peut flinguer ta journée du lendemain. On se rend pas compte, mais le fait de procrastiner à faire des réseaux et tout ça le soir, moi je l'ai compris, et c'est pour ça que je déconnecte assez rapidement le soir. Ça peut me flinguer ma journée du lendemain. Parce que si je dors mal, le lendemain je vais être de mauvaise humeur. Si je suis de mauvaise humeur, je vais moins bien travailler, je vais pas apprécier ma journée comme il faut. Et moi j'ai envie d'apprécier mes journées comme vous. Et donc je comprends que y a des choses à faire en amont. Notamment avoir un environnement propice au sommeil. Éviter la caféine avant de dormir, c'est logique, mais il faut le redire quand même. Il y a des gens qui disent que non, ça leur fait rien. Voilà, j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, si ça vous fait quelque chose dans la qualité de votre sommeil. Donc évitez, si possible, tout type de caféine toute la journée. Concrètement, si t'en prends pas du tout, c'est encore mieux. Ou alors, le dernier café, peut-être 14h. Mais voilà, après, ça sert à rien. Évitez de manger des repas trop lourds avant de dormir aussi. C'est logique, tout le monde le sait. Ça veut pas dire que tu peux pas manger avant de dormir. Au contraire, il y a justement, quand tu parles de type d'alimentation, il est ressorti que manger des pâtes potentiellement le soir ou des glucides le soir, au contraire, ça aide à dormir. Il y a des gens qui ont arrêté les glucides le soir. Des fois c'est pour de bonnes raisons, des fois c'est pour de mauvaises raisons, potentiellement, mais pour certaines personnes, sachez que les glucides le soir peuvent vous aider à mieux dormir. Encore une fois, il va falloir gérer les quantités, c'est une question de quantité comme d'habitude. Mais ça peut justement créer de l'endorphine, etc. Je sais pas exactement le mécanisme au niveau neurotransmetteur, non, ils sauront mieux que moi. Mais globalement, moi j'avais lu des études sur ça, c'est que globalement, manger quelques glucides le soir peut vous aider à mieux dormir pour certaines personnes. Donc à tester, potentiellement. Le fromage blanc aussi le soir, de mémoire, ça peut t'aider à dormir. Je sais plus exactement pour quelle raison à voir, mais je sais qu'il y avait potentiellement pour certaines personnes, encore une fois, si toi tu as du mal à digérer le lactose, tu vas pas prendre du fromage blanc parce que ça va te flinguer le ventre. Tu vois. En fait, la réponse elle est aussi ça en termes d'alimentation, c'est que ça dépend des gens.
L'alimentation est unique pour chacun, des choses que toi tu vas bien digérer et qui vont te faire du bien, et des choses pour des autres, il y a des choses pour les autres ou lesquelles ça va moins bien se passer dans l'estomac. Donc à toi de tester, tu sais mieux généralement que moi ce qui te fait du bien ou pas. Privilégier des aliments aussi riches en tryptophane. Donc en fait, c'est ça finalement, comme le lait, donc les produits laitiers potentiellement finalement. Les noix, les bananes. Alors, bananes avant de dormir, je suis pas persuadé, mais bon. Je dirais plutôt les noix, les oléagineux, c'est pas mal parce que toi aussi tu as du magnésium qui vont effectivement. Alors, le tryptophane, ils disent que ça va favoriser la production de sérotonine et de mélatonine. La mélatonine, c'est une des hormones mémoire qui aide à dormir, donc tu peux te complémenter aussi en mélatonine, il y en a qui le font. Encore une fois, je pense que se complémenter pour dormir, c'est bien sur certaines périodes si vraiment tu n'arrives pas à dormir, mais le problème c'est que ça va pas régler le problème de base. Voilà, le problème de base, il vient peut-être de ton style de vie, il vient peut-être d'autre chose, donc à tester. Mais le magnésium avant de dormir, moi j'en prends tous les soirs. Ça m'aide à me détendre musculairement notamment pour la récup. Et du coup, voilà, normalement, a priori, il y a des gens pour qui le magnésium ça marcherait bien. Le magnésium, c'est déjà présent dans ton alimentation, hein, ce n'est pas un truc spécial. C'est présent justement dans les oléagineux, dans les bananes, comme ils disent aussi, de mémoire, et dans le chocolat noir, dans pas mal de trucs, sauf que c'est en petite quantité. Donc ça va revenir sur une des questions sur le complément alimentaire que j'ai reçu. Oui, pour le coup, ça peut servir. Moi, je prends du magnésium le soir. Est-ce que je vois un impact? Honnêtement, j'en sais rien, tu vois. Il y a beaucoup de choses, tu sais pas trop si ça joue. Dans tous les cas, ça me fait pas de mal, donc j'en prends. Puis c'est pas très cher, donc voilà, vous pouvez tester. Le magnésium, je pense que ça peut aider en plus d'avoir une bonne routine. Et les entraînements, pareil. Moi, j'avais la croyance, j'ai dit dans un podcast, j'avais la croyance que faire du sport. D'ailleurs, je vais juste regarder si le podcast il enregistre bien, ça serait dommage. C'est bon. Mais faire du sport le soir, moi j'avais compris, et comme beaucoup, que ça allait m'empêcher de dormir. Il y a des études qui ont montré que c'était pas le cas, que même si tu faisais du crossfit le soir, apparemment ça t'empêcherait pas de dormir. En tout cas, de façon scientifique, ça m'étonne un peu, bon, à tester. Moi j'ai l'impression que faire du sport le soir, ça va pas m'aider à dormir. Quoique, tu peux aussi être épuisé et mieux dormir. J'avoue que je sais pas trop, là je pense que ça dépend du type d'activité. Je serais d'avis de base, comme beaucoup je dirais, ne faites pas des hits et des trucs trop cardio, genre du crossfit à 22h. Maintenant, il y a des gens pour qui j'ai l'impression que ça pourrait n'avoir aucun impact. Tu vois, faut être logique des fois. Plus j'avance moi dans mes connaissances au niveau du fitness, plus je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont remises en question par rapport à tout ce que l'on croit. Aujourd'hui, si tu écoutes le podcast, il y a plein de choses que tu crois et que demain tu penseras, enfin tu verras que c'est faux. Il y a plein de choses que moi j'ai dit dans le podcast que demain je pense que c'est faux. En fait, le truc c'est que ça évolue beaucoup. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais on apprend des choses, on lit des documents, des trucs, et en fait tous les jours, notamment il y a un mec, j'en ai déjà parlé, mais Menno Henselman, qui est un des gourous du fitness aux États-Unis, on va dire, il sort des études régulièrement en fait, et tu vois que ces études en fait elles remettent à chaque fois tout en question, et c'est extrêmement chiant parce que tu penses quelque chose de vrai, et le mec il te sort une étude avec une méta-analyse, etc., avec pas mal d'études rassemblées, et ils te disent en fait tout ce que tu croyais sur X sujet, c'est faux. Du coup, t'es là comme un con. Ça fait 5 ans que tu dis la même chose. Donc voilà, c'est ça qui est. Voilà. Mais au moins, on se remet en question. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent un truc il y a 20 ans et qui se remettent jamais en question et qui, du coup, te ressortent les mêmes bêtises 20 ans après. Bon, c'est le cas de souvent des anciens d'ailleurs, que ce soit, je l'ai dit, des go muscu ou les médecins qui n'ont pas évolué. Moi, je suis OK pour évoluer et pour me remettre en question sur ce que je vous ai dit. Donc voilà, à vous de vous renseigner quand vous écoutez le podcast. C'est des choses qui ont peut-être évolué depuis le moment où je vous l'ai dit et par rapport à mes sources. Bien s'hydrater aussi. Je pense que ça peut aider pour le sommeil d'une manière générale. Tu verras, ça aide pour plein de trucs, mais bien s'hydrater. Je vous le dis parce que je bois en même temps. Donc voilà, première question par rapport à ça. La deuxième question de Thibaut, elle est intéressante aussi. Maintenant, je vais y répondre beaucoup plus rapidement parce que je n'ai pas d'expérience sur ça. Y a-t-il de réels bénéfices du jeûne prolongé sur la santé? 3 jours ou plus. Alors, Thibaut, je n'ai jamais fait de jeûne de ma vie, ni même un jeûne d'une journée. Parce que j'en ai pas eu l'utilité. En tout cas, j'ai rencontré personne qui l'a fait, donc où j'ai pas eu de. Voilà, je connais personne qui l'a fait. Je connais beaucoup de coachs, je connais beaucoup de gens qui sont dans le fitness, pour autant, je connais personne qui l'a fait. Maintenant, les coachs que je connais et moi-même, on se sent bien dans notre corps, globalement, en fait, on n'a pas décelé le besoin de faire ça. La première question, ça va être ça, c'est pourquoi tu voudrais faire un jeûne intermittent, pas un jeûne intermittent, mais un jeûne prolongé sur 3 jours. Après, il y a des choses que, tu vois, c'est comme la méditation, il y a des trucs que moi je fais pas, j'en sais rien, il y a plein de choses.
Hier, j'écoutais un podcast sur les psychédéliques et tout ça. Quand tu sais pas, tu peux pas savoir si ça va avoir un bénéfice ou si voilà. Donc très honnêtement, je ne sais pas si c'est bénéfique personnellement. Il y a des études qui suggéreraient que oui, ça pourrait avoir un bénéfice, notamment, et là je te lis ce que j'ai trouvé sur mes sources, en améliorant la sensibilité à l'insuline, pardon, favorisant la régénération cellulaire et en réduisant l'inflammation. Bon. Moi, je pense que si tu as une alimentation de qualité et que tu manges pas toutes les 2 minutes, t'as pas besoin de faire un jeûne prolongé. Il y a des gens, je sais, même des naturopathes que je suis, je pense, qui vont faire des jeûnes des fois, etc., parce qu'ils ont pas mal de connaissances. Et c'est important, et c'est là où je mets en garde, ils disent que c'est important de consulter un professionnel de santé avant d'entreprendre un jeûne prolongé. Parce que ça peut pas convenir à tout le monde, et il y a des gens pour qui faire un jeûne de 3 jours, ils vont tomber dans les pommes. Si tu as un travail à côté, tu peux vraiment être dans la merde, tu peux finir à l'hôpital. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, dès que je jeûne ou dès que voilà, je me sens pas très bien. Donc j'ai pas trop d'intérêt à le faire, sachant que quand tu fais du sport, ça fait chier de faire un jeûne. Enfin, tu vois, moi, je me vois pas me mettre pendant 3 jours ma santé en péril pour tester un truc avec de potentiels bénéfices. Tu vois. Ou alors, il faudrait vraiment que je sois très bien accompagné et encore, il faudrait vraiment qu'on me donne des arguments forts pour que je le teste pour moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te mets en garde. Renseigne-toi. Si tu as besoin de faire un jeûne, fais pas un jeûne de 3 jours et plus. Fais progressivement. Et encore, renseigne-toi si tu as vraiment besoin de le faire. Mais je pense que tu as d'autres solutions pour régler tel ou tel problème. Si c'est une problématique que tu veux régler, je pense. Donc voilà, en tout cas c'est une bonne question. Voilà, c'est très à la mode, je sais, parce que dès qu'on fait un truc un peu différent, tout le monde veut tester. Mais bon, voilà. Troisième question de la Corbette. Voilà, c'est la Corbette, c'est comme ça que ça s'appelle, que tu t'appelles. Sur Instagram, comment gérer et empêcher les craquages quand il y a du stress? Alors, pour éviter les craquages sous stress, il est essentiel de trouver des techniques de gestion du stress. Déjà, avant tout, il faut régler le problème à la source. C'est comment réduire son stress. Déjà, je pense que c'est important. La méditation, on en a parlé. Je sais que moi, je le fais pas. Moi, je suis pas quelqu'un de trop stressé. En vérité, ça va. Ma méditation, je la fais dans le sport. En réalité, pour empêcher mes craquages ou je sais pas quoi, moi, je vais faire du sport. Tu vois. Je vais faire du sport. Si je n'avais pas ce sport dans la journée, c'est vrai que j'aurais peut-être plus tendance à grignoter, etc. Mais le sport m'aide personnellement à faire ça. Tu peux tout simplement aller marcher. En fait, l'activité va t'empêcher d'avoir des craquages, concrètement. Les craquages, ça a lieu quand on rentre chez soi, qu'on est épuisé, qu'on s'affale sur le canapé. Mais si on n'a pas cette phase-là, si on rentre chez soi, on prend un verre d'eau et on part marcher, ou on part faire notre sport, bah déjà, tu enlèves cette fenêtre d'habitude de craquage, peut-être. Donc ils disent l'exercice physique, effectivement. Important, et ça c'est vrai, de planifier des collations saines, c'est ce qu'ils disent, à portée de main. Je m'explique, encore une fois, tu rentres du travail, en fait il faut déceler le moment, il faut réfléchir à quel moment de la journée j'ai ces craquages, parce que ça dépend, hein. C'est pour ça que moi j'échange beaucoup avec mes élèves, ça dépend à quel moment ils les ont, mais souvent c'est en rentrant du boulot. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est en rentrant du boulot, et souvent, c'est des gens qui sont père ou mère de famille et qui, du coup, ont des gâteaux, les gâteaux des enfants. Souvent, c'est le cas. Si c'est tes gâteaux à toi, bah, je suis désolé, c'est ta faute, t'avais qu'à pas en acheter. Voilà. Concrètement, n'achetez pas ce que vous ne voulez pas manger. Donc, si jamais vous avez du stress, etc., achetez que des bananes ou des yaourts fromage blanc. Comme ça, tu rentres chez toi. Bah, le seul truc sur lequel tu peux te venger, c'est des bananes et des fromages blancs. Vu que c'est assez rassasiant, tu vas pas craquer littéralement, tu vois, ça devrait aller. Donc tu vas bouffer pas mal. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des petits craquages, mais avec du fromage blanc. Mais du coup, j'en bouffe 300 grammes, 400 grammes. Mais ça reste, voilà, ça reste cohérent. Avant, c'est ce que je faisais. Euh, mais en fait, j'ai remarqué, là, tu vois, moi, je suis en Thaïlande. Je cuisine plus, j'ai rien dans mon frigo quasiment. Du coup, si j'ai faim, bah en fait, il faut que j'aille au magasin qui est en bas de chez moi. Et du coup, ça me demande quand même un effort un peu plus important. Alors, l'inconvénient, c'est que le 7-Eleven, comme on l'a dit dans certains épisodes, c'est ouvert 7 jours sur 7 et tu peux manger tout ce que tu veux. Bon, je suis pas très gourmand, donc j'ai pas envie de bouffer des trucs sucrés à n'importe quel moment de la journée. Moi, ma stratégie, elle est assez simple, c'est que je mange bien pendant mes repas. Je suis tout le temps calé. Je vais jamais finir un repas et me dire, oh, bah, j'ai encore un peu faim, mais parce qu'il faut que j'ai faim, etc. Non. Moi, les repas, ils sont rassasiants de ouf. J'ai compris ça depuis un moment. Si je veux pas avoir de craquage, il faut que je bouffe bien pendant mes repas. Point. Mes journées sont planifiées, je mange aux mêmes heures globalement. Mes snacks sont anticipés et planifiés. Et du coup, il n'y a pas de fenêtre où je peux craquer en fait. Le seul moment où je pourrais craquer, je le remarque, c'est si je prends un repas un peu light, tu vois, où je me dis, ouais, je vais prendre qu'une salade, un truc comme ça. C'est sûr qu'après, je vais avoir envie d'un truc sucré. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de gens. C'est des gens qui mangent des repas très peu rassasiants, qui partent de bon état d'esprit, qui disent, ouais,
manger léger aujourd'hui, puis tu te rends compte qu'une heure après, t'as trop la dalle en fait. C'était pas assez en fait pour toi. Donc peut-être gérer justement les repas, je pense que c'est important, et planifier des snacks en cas de craquage un peu impulsif. Euh, donc voilà, je pense que ça pourrait être important pour toi. C'est une bonne question. Jeff, Easy, DSM. Des idées de petit déjeuner rapide et bon, autre que des œufs. Alors, des œufs, déjà, tu peux faire plein de trucs. Tu peux manger des œufs juste comme ça. Tu peux faire des French toast aussi. Tu peux faire des pancakes. Tu peux faire des galettes, des machins. Donc, voilà, tu peux. Voilà. Si t'aimes pas les œufs, tu peux les rendre bons, je pense, quand même. Autrement, sur mon compte Instagram, il y a beaucoup de recettes. J'en avais. Enfin, on va sur descendre mon feed, il y en a quand même pas mal. J'en donne aussi à mes élèves dans l'application et dans le coaching qu'on utilise, dans le programme qu'on utilise. Il y en a pas mal, mais globalement, c'est vrai que si tu veux pas manger d'œufs, il faut de toute façon une source de protéines. De toute façon, c'est important pour ton petit-déj d'avoir une source de protéines. Donc tu regardes, j'ai fait des tableaux aussi sur quelles sont les sources de protéines. Les œufs, ça aide comme beaucoup. Je le dis, c'est bon pour la santé, ça aide. Sinon, tu peux mettre, encore une fois, du fromage blanc, type skyr ou fromage grec, mais voilà, c'est de trouver un bon ratio protéines versus lipides pour que l'apport calorique soit cohérent. Si t'es entre, souvent je le dis, mais entre 50 et 80 kilocalories pour 100 grammes, c'est bien. Et si t'es entre 6 et 10 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est bien. Au-delà, c'est que, en dessous de ça, c'est que l'apport en protéines n'est pas très cohérent, donc tu peux trouver une nouvelle marque, sachant qu'en France, on a de la chance sur les produits laitiers, il y a beaucoup de choix. J'ai jamais vu un pays où il y a autant de choix d'ailleurs sur les produits laitiers et les yaourts, donc considérez-vous heureux sur ça, je pense. Le choix, si on aime ça. Le seul problème, c'est les produits sans lactose. C'est vrai qu'en France, je sais pas pourquoi, on est quand même très en retard sur ça. Et dans beaucoup de pays, que ce soit en Asie ou partout où je suis allé, il y a beaucoup de produits laitiers sans lactose, notamment parce qu'ils les digèrent moins bien. Mais même en France, en fait, on est beaucoup à pas trop digérer le lactose. Moi-même, je le digère pas très bien. Et quand j'ai le choix, je prends des produits sans lactose. Ça leur coûte pas beaucoup plus cher, je pense. Et pour autant, il ferait beaucoup plus de ventes. Donc c'est un peu con, je sais pas. Ça va venir, j'imagine. Ça va être une mode. Je pense que là, aujourd'hui, la mode, elle est pas encore à ça, mais ça va venir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui se retrouvent à manger des yaourts végétaux. Et honnêtement, je veux pas dire, mais je trouve ça pourri. J'ai déjà fait plein de comparatifs de yaourts. À l'époque, faudrait que je retourne en France pour voir un peu, mais à l'époque, il y avait que de la merde. Souvent très riche en lipides. Donc en fait, ils enlèvent les produits laitiers, ils foutent des trucs de coco ou je sais pas quoi, ou du soja, mais au final, les macronutriments, en tout cas dans ces yaourts, sont pas bons. C'est souvent assez calorique, peu d'apport en protéines, donc ça apporte pas grand chose en réalité. Si je parle juste de macro, après, bon, micronutriments, c'est pas trop mal, mais sinon, bon voilà, pas ouf. Pas ouf. Bon, pour revenir à ta question, des yaourts fromage blanc, avec des fruits, des noix, etc. Tu peux te faire des espèces de bowls. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est très simple. Je vais te dire, je prends un shaker de protéines. Alors, comme je l'ai dit, je prends les shakers de protéines du magasin 7-Eleven en Asie, mais il n'y a pas ça en France. C'est comme les iPro, si tu veux, mais un peu différent. Ou alors tu fais un shaker avec de la protéine, voilà. Moi je fais ça, ou tu prends un yaourt tout simplement, pour la protéine. Ensuite je prends des céréales. Ici je prends des céréales où il y a des amandes dedans, donc c'est des flocons d'avoine, des céréales et un peu de chocolat et tout ça. J'aime bien, ça fait un peu granola, c'est plutôt cool. C'est un peu calorique forcément, mais bon, moi j'ai besoin de calories, potentiellement vous aussi, mais faut comprendre les quantités. Donc les flocons d'avoine c'est bien, des fruits c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire, des amandes c'est bien, pareil c'est assez calorique, donc juste comprendre l'impact que ça peut avoir. En exemple, aussi du pain complet potentiellement avec du beurre d'amande. Alors bon, voilà, t'as pas trop de protéines et c'est un peu, voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça peut faire le taf. Ça, du pain qui est pas trop dégueu. Donc voilà, globalement il te faut un fruit le matin, il te faut une source de protéines, et voilà, déjà ça fait le taf. Tu peux faire des smoothies aussi si t'as pas trop envie de manger, tu veux juste boire entre guillemets tes calories, tu peux aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choix en réalité, il faut juste prendre l'habitude aussi. Idéalement, prendre un petit déj qui est pas trop sucré, je pense. Petit déjeuner salé, c'est peut-être un peu mieux. Mais voilà, libre à toi. Il n'y a pas de règles en réalité, à toi de voir. Tu sais, en Asie, ils mangent. Le petit déjeuner, ça n'existe pas. En Asie, c'est tu prends ton petit déj, je les vois bien, là, je suis parti dehors, il est 8h, les mecs ils bouffent des brochettes, du poulet, du riz, etc. Tu vois. C'est comme ça ici. Il n'y a pas de règle. Le matin, on n'est pas obligé de manger du pain, du beurre et de la confiture. C'est juste nous, on nous a appris à le faire. Mais en fait, tu te rends compte, moi je me rends compte en voyageant, que nos habitudes alimentaires, elles peuvent évoluer. Encore une fois, c'est pas parce que ça fait 20 ans que vous mangez un truc que vous pouvez pas les changer. Il y a des gens qui disent ouais, moi je suis comme ça, je change pas. Bah écoutez, c'est dommage, vous n'êtes pas très ouvert, je trouve. Et tout le monde peut évoluer dans ses goûts.
Moi, c'est vrai qu'il y a des aliments, souvent j'ai tendance à dire ouais, j'aime pas, genre les fruits de mer, ouais, j'aime pas, ou le machin. Bon, bah peut-être qu'il serait temps que je m'ouvre un peu et que je teste un peu plus certains trucs, tu vois. Je sais très bien, moi je mange toujours la même chose. Dès que je suis en Asie ou quoi, j'ai envie de bouffer du poulet et du riz. Bon, bah c'est comme ça, j'aime bien en fait. C'est même pas parce que c'est bon ou pas ou quoi, mais c'est que j'aime bien. Enfin, bon, pour la santé ou quoi, c'est que j'aime bien en fait. Et pour autant, les trucs ultra épicés, j'en mange un peu ici, mais ça me fait moins kiffer. Et puis c'est un truc que ça me défonce. Donc bon, chacun son truc. Mais j'essaye. Il faut s'ouvrir un petit peu. Voilà, je dis ça. C'est pas toujours évident, mais on peut essayer. Nouvelle question de. Pourquoi celle-ci elle s'était pas mis? Ah si, elle est là. Nouvelle question de Nada, N-A-D-A-A, .LDH, LDHH, LDH, putain, non, LDH, ouais, pardon, bon, les yeux qui se ferment, c'est compliqué. Après avoir fait un rééquilibrage alimentaire et atteint le résultat voulu, comment le garder? Bonne question, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Bah normalement, si t'as bien fait les choses, t'as même pas de questions à te poser, normalement c'est facile. Si t'as bien fait les choses. Si t'as bien fait les choses. Si tu as fait un léger déficit calorique pour atteindre ton objectif, si tu n'as pas arrêté d'aliments que tu aimes, si tu as fait un sport cohérent que tu sais faire régulièrement, normalement la question elle se pose pas. Bon, tu me poses quand même la question, donc je t'explique. Mais globalement, ça part de la base de comment tu as mis en place les choses pour atteindre ce résultat. Si tu as mis des choses trop extrêmes ou un mode de vie que tu sais que tu pourras pas tenir, bah forcément là tu es en train de te poser la question, mais je vais pas pouvoir tenir, etc. Bon, c'est pas grave si c'est trop tard par exemple. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de donc maintenir ton équilibrage alimentaire, de contrôler tes calories. Moi, j'ai des élèves qui continuent à calculer leurs calories même après avoir atteint leur poids de forme, juste pour se rassurer, pour savoir où ils en sont. Et l'idée, ça va être au niveau du sport notamment, de continuer à faire, je sais pas, 3-4 séances par semaine. Moi, c'est ce que je fais, hein, 4-5. Mais 10 000 pas par jour, en moyenne. En ce moment, je fais 6 000, 7 000 des fois, mais parce que je fais du cardio aussi un peu à côté. Bref, peu importe. L'idée, c'est pas très compliqué de maintenir son physique, c'est juste qu'il faut que tu sois en maintien calorique. Tu vois la balance calorique entre ce que tu consommes et ce que tu dépenses, et ben il faut juste que ce soit au maintien. Comment faire? Essayer de continuer à garder une alimentation cohérente, avec du plaisir évidemment, mais être en maintien calorique, donc pas consommer trop d'aliments caloriques. Donc voilà, et rester avec une activité physique que tu aimes bien. C'est pour ça que quand vous faites du sport, souvent, je le dis à chaque fois, mais si vous faites du sport juste pour perdre du poids, c'est chiant en fait, parce qu'une fois que tu auras atteint ton objectif, ce sport-là, tu n'auras plus envie de le faire, tu vas perdre en motivation, parce que tu l'as juste fait, genre faire du vélo, juste, tu vois, faire du cycling, là, comme des malades mentaux, juste pour perdre du gras. Je suis désolé, moi, j'ai jamais fait ça avec mes élèves, on a toujours eu des résultats, ils ont pas besoin de faire ça, en fait. Sauf si t'aimes ça et que ça te plaît, mais sinon, il n'y a aucun intérêt à faire un truc, tu vois, juste pour perdre du poids. Donc, voilà, c'est juste poser la question, qu'est-ce que je peux tenir à l'année et comment l'adapter. De toute façon, votre mode de vie définit votre poids, ça j'ai déjà dit tout le temps. Si vous êtes trop sédentaire, si vous ne faites pas de sport, si vous mangez trop calorique, le poids va revenir. C'est logique. Donc, change ton identité peut-être en disant, je veux devenir l'identité de la personne qui maintient son poids, je veux rester une personne fit, entre guillemets, et bien dans mon corps. Donc, qu'est-ce que ferait une personne fit et bien dans son corps? Elle marcherait régulièrement, elle privilégierait les escaliers, elle marcherait un peu plus que 2000 pas par jour, par exemple, et elle ferait les bons choix quand elle est au restaurant. C'est ça, en fait. C'est ça le truc pour garder son poids. C'est adapter un mode de vie différent de ce que tu avais avant. Si avant, tu étais en surpoids régulièrement, c'est que ton mode de vie n'était pas adapté. Donc, continue à garder ce que tu as mis en place, tout simplement. J'espère que ça t'aura aidé. Nouvelle question, moi, point, tout simplement 24. Comment lutter contre la rétention d'eau? J'avoue que c'est pas un problème que j'ai spécialement. Je pense que ça dépend des gens. C'est peut-être plus pour les femmes aussi, selon les périodes aussi du mois, je pense que ça joue aussi. Mais en gros, pour maintenir une rétention d'eau, pour lutter contre la rétention d'eau, il y a un truc important, c'est déjà de boire beaucoup. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ça. Moi, j'ai de la chance, c'est que je bois beaucoup. Ça, je l'ai appris depuis un moment. J'ai encore une fois ma petite gourde quand je fais mon podcast. En fait, tu le vois, la couleur de tes urines, généralement, si tu bois pas assez. Si à chaque fois que tu vas aux toilettes, tes urines sont très foncées, c'est que globalement, tu bois pas assez. Si c'est trop clair, ça veut dire que globalement, tu bois trop. Faut pas non plus trop boire. Hein. Les gens, ils boivent 10 litres par jour, c'est pas forcément cohérent. Encore une fois, ça dépend. Moi, je suis en Asie. Dès que je sors, je suis comme un porc. Je suis obligé de boire un peu plus. Mais en été, là, l'été va arriver bientôt en Europe, en France. Il faudra boire plus qu'en hiver. Donc, faut vraiment pas hésiter à boire tout le temps. En fait, à toujours avoir une boisson devant soi.
Réduire aussi potentiellement les aliments riches en sel. Alors, le sel, faut pas l'arrêter complètement, surtout quand tu sues. Le sodium, c'est intéressant. Du sel de qualité, sel de mer, généralement, c'est intéressant. C'est riche en sodium et en électrolytes et tout ça, donc tu en as besoin. D'accord, c'est important. Également, favoriser une alimentation riche en potassium, comme des bananes, les épinards, les avocats, et également pratiquer une activité physique régulière pour favoriser la circulation. Globalement, si tu fais pas de sport, si tu bois pas assez, si tu manges pas bien, potentiellement c'est comme ça que tu fais la rétention d'eau. Donc fais l'inverse de ça, sois plus active, bois plus, mange des aliments de qualité, même des fruits, des légumes justement riches en eau si t'as pas le truc. Alors ça va pas t'hydrater de ouf, mais voilà, globalement ça va te donner un peu plus d'hydratation aussi. Donc voilà, je pense que ça peut être une idée, tout simplement. Nouvelle question de toi, encore une fois, moi, point tout simplement 24. Comment accélérer un métabolisme lent? Alors ça aussi, j'en ai déjà parlé. La réponse que j'ai trouvée va être un peu différente de la réponse que je vais vous donner. Il y a plein de théories. Il y a plein de théories sur le métabolisme. Il y a plein de bêtises qui sont dites aussi. Moi, je pense que votre métabolisme, pour beaucoup, c'est le résultat, encore une fois, de votre mode de vie. Si vous faites du sport, du renforcement, si vous construisez de la masse musculaire, vous allez augmenter votre métabolisme. C'est-à-dire que plus tu as de muscles, plus globalement, ton corps au repos va brûler des calories. C'est ça le métabolisme, c'est combien de calories tu vas dépenser au repos, globalement. Maintenant, il ne faut pas surestimer le truc. C'est-à-dire que entre moi, aujourd'hui, qui fais du sport, etc., et moi, il y a 10 ans où je faisais pas trop de sport, oui, mon métabolisme est plus intéressant, je pense. Je pense, je suis en train de me venir dessus. Je pense. Maintenant, est-ce que j'ai calculé ça? Est-ce que je sais exactement? Est-ce que ça a augmenté de 2, 3, 4%? Je pense pas plus. Tu vois. Tu peux pas dire, ouais, mon métabolisme, il va tout brûler pendant 20% de plus, 50% de plus par rapport à avant, parce que j'ai bu un jus détox ou j'ai fait un truc spécifique. Je crois pas. Oui, le métabolisme, il peut un peu s'accélérer, etc., se ralentir. Si tu dors mal, tu manges mal, tu fais pas de sport, oui, ton métabolisme, il va pas t'aider, c'est clair. Ou si tu as des problèmes de thyroïde ou je sais pas quoi. Mais globalement, pour la plupart des gens, encore une fois, mettez pas tout sur le métabolisme. Si tu es ultra sédentaire, par exemple, même avec un bon métabolisme, ça va être compliqué d'être en bonne santé. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut être très actif, ne pas tout miser sur le métabolisme. Avoir des aliments riches en protéines et en fibres, c'est important aussi. Rester actif en faisant des entraînements. Un peu cardio, un peu renfo, et rien qu'en faisant ça, globalement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour un bon métabolisme. Tout le reste, globalement, c'est un peu du bullshit, de ce que j'ai compris. Donc, reste sur la base, encore une fois. N'écoute pas tout ce qu'on pourrait te dire, je pense. Même conseil pour perdre du poids, pour être en bonne santé, ça va augmenter ton métabolisme. Point. Il n'y a pas à dire, c'est important. Quand tu veux perdre du poids notamment, consomme suffisamment de protéines pour garder une masse musculaire intéressante, et justement ça va t'aider aussi par rapport à ton métabolisme, pour info. Donc voilà, par rapport à ma réponse. Nouvelle question, Valentine.l'amour. Entraînement avec blessure importante / sportif blessé, comment garder le moral? C'est pas évident, moi j'ai des élèves aussi parfois qui se blessent. Alors ils se blessent pas en faisant nos entraînements, c'est assez rare, c'est quasiment jamais arrivé, heureusement, parce qu'on a un bon échauffement et des programmes plutôt cohérents. Mais souvent, ils se blessent dans les mouvements de la vie. J'ai déjà dit, tu ramasses un truc, tu joues avec ton gosse, tu fais un déménagement, tu te bloques le dos. Bon, tu peux plus t'entraîner. C'est arrivé. D'ailleurs, c'est arrivé à mon élève Grégoire. Son interview devrait paraître dans peu de temps, sans doute dans le prochain épisode, où il s'était bien fait mal au dos, etc. Et pour autant, il a continué à s'entraîner. D'ailleurs, grand bravo à lui, parce que la plupart des gens se seraient dit justement, j'ai pas le moral, j'arrête, etc. Comment il a fait? Déjà, la première chose, c'est qu'il était accompagné. Il a payé le programme avec moi, donc il s'est dit, au début, il s'est peut-être dit, tu vois, ouais, est-ce que je demande à Clément de faire une pause, etc. Moi, généralement, quand on me dit, est-ce que je peux faire une pause parce que je suis blessé, je dis, écoute, on va adapter. Tu vas rester dans le process, parce que si tu arrêtes tout, tu vas te barrer en cacahuète. Donc, on va rester ensemble dans le process. Déjà, ça le motive, je pense. Quand tu sais que tu as payé un truc, tu restes dans le process, même si tu es un peu blessé. Ensuite, il faut se concentrer sur les aspects de l'entraînement que toi, tu peux contrôler. Ça dépend quel type de blessure tu as. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Par exemple, la rééducation que tu es en train de mettre en place. Tu peux essayer de trouver un peu de plaisir avec ça.
Tu contrôles encore ta nutrition. Moi, je sais que Grégoire, il a super bien géré son alimentation. Alors, il pouvait plus marcher beaucoup, hein. Il faisait 2-3 000 pas par jour parce que justement, il avait super mal au dos. Pour autant, il n'a pas pris de poids et ça, on était très content. Il n'a pas pris de poids pendant ce période-là, il a même un petit peu perdu, alors qu'il était ultra sédentaire à cause de sa blessure. Comme il a fait, contrôle des calories via MyFitnessPal et retour régulier de ma part, tout simplement. Rester positive aussi. Entoure-toi de personnes qui sont positives à côté de toi. Trouve des activités alternatives qui vont te permettre de rester actif, entre guillemets, ou active malgré ta blessure. Je ne sais pas exactement quel type de blessure tu peux avoir. J'ai de la chance, moi, c'est comme je l'ai dit souvent, je me blesse rarement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu mal au dos, etc. Du coup, si moi je me pète le dos, par exemple, je vais faire les bras ou je vais faire le haut du corps. Tu vois, je vais trouver un truc régulier. Tu vois, mais tout le monde fait ça. J'ai pour exemple, je sais pas, tu vois, il y avait Thibaut InShape, à un moment il s'était blessé, je crois, il avait fait la moto, il s'était pété le poignet. Pendant 6 mois, ou je sais pas, il pouvait pas faire d'exercice de poignet. Le mec il faisait des séances bas du corps régulièrement, tu vois, ou alors il faisait des exos adaptés. Bon, tout le monde a un moment, une petite blessure ou un petit truc, des fois c'est plus grave que d'autres. Je pense qu'il faut essayer de garder le moral, sache que ça arrive à tout le monde, et qu'il faut essayer de s'entraîner autour de ces blessures-là. Et de rester positif et contrôler ce que tu peux contrôler, toujours pareil. Sûr que tes performances vont baisser, sûr que voilà, des trucs, ça va être un peu frustrant. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Tu veux te plaindre de ton sort et rien faire ou avancer. Et je pense que la question que tu me poses, c'est que toi, tu as envie d'avancer et voilà, garder le moral. Concentre-toi sur des trucs que tu contrôles et ça va le faire, je pense. Donc voilà. Tant que tu peux bouger, déjà, c'est une bonne chose. Peu importe ce que tu fais. Nouvelle question de Greg-off. Un type encore une astuce pour progresser en traction. Traction qui est mon mouvement favori, je pense. Je pense que là, plus de débat à avoir avec moi-même. Je pense que c'est mon mouvement favori. Je l'ai bien saigné, donc je connais bien ce mouvement-là. Au début, j'en passais une ou deux, comme tout le monde. Enfin, non, comme tout le monde. Comme tous les skinny fat, j'arrivais à en passer une ou deux sans avoir fait de sport. Pourquoi ? Parce que j'avais un corps léger et un tout petit peu de force. C'est sûr que si t'es en gros surpoids, passer des tractions, c'est aussi ça le truc, c'est que ça dépend d'où tu pars. Moi, j'ai des élèves qui partent d'assez haut, mais on arrive à leur faire des tractions. J'en ai déjà parlé en story, mais je suis très fier de certains élèves quand ils arrivent à passer des tractions. On est beaucoup à se mettre des challenges de traction dans mon programme. Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement qui est très, très, très révélateur de votre condition physique. Surtout pour les hommes. Pour les femmes, c'est un peu plus dur parce que vous avez plus de force en bas du corps que sur le haut du corps. Vous partez avec un désavantage pour la plupart. Mais j'ai eu des élèves qui ont fait des tractions, des femmes. Donc c'est possible. Maintenant, il faut perdre pas mal de poids, travailler de la force. Mais c'est possible. Bref, il faut y aller progressivement. Il faut savoir que c'est très difficile comme mouvement. Des fois, on en voit, ils en passent comme ça. Tu dis, ouais, ça a l'air facile. Non, c'est très difficile. J'ai beaucoup d'exemples d'élèves. J'ai Franck, mon élève, j'en ai déjà parlé, mais qui est en train de travailler les tractions. J'ai Yves aussi qui est en train de passer les tractions. J'ai Dominique qui est en train de travailler dessus. J'ai plein d'élèves qui sont en train de travailler les tractions. La première étape, c'est de perdre du poids. Ça, c'est sûr. Perdre du poids, perdre du gras et travailler en force. Travailler en force sur des mouvements de tirage, donc des mouvements pour le dos. Il y a différentes variations aussi, mais globalement, si tu veux passer tes premières tractions, il faut te délester de ton poids, parce que si t'es trop lourd, tu fais 80 kg, ça va être un peu chaud, si t'as pas assez de force. Donc, il faut te délester. Soit avec des élastiques, des bandes élastiques que tu peux accrocher à une barre de traction, donc avec différents... t'as des élastiques de 25 kg, de 15 kg, etc. Donc, tu peux commencer avec un élastique assez large, puis aller sur un plus fin. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 6 mois, non. Tu peux utiliser une machine. En salle de sport, il y a pas mal de machines aussi pour faire des tractions. La plupart des gens le font et c'est bien. Tu peux faire des tractions australiennes, c'est-à-dire des tractions avec une barre un peu plus basse. C'est assez difficile aussi, mais c'est une bonne alternative. Et sinon, fais des exercices de tirage horizontal, et tirage vertical, en montant les charges petit à petit, en essayant de perdre du gras à côté de ça, en faisant donc des exos de renforcement. Potentiellement, si tu veux vraiment passer les tractions, fais-les en priorité 2 fois dans la semaine. Je pense que c'est la base. Si tu veux progresser dans un mouvement, il faut le faire au moins 2 fois dans la semaine et en priorité dans ta séance, donc au début de la séance quand tu es encore frais. Si tu les fais en fin de séance et que tu es déjà cramé et que tu le fais une fois de temps en temps, tu vas pas progresser. Mais si tu en fais une de tes priorités, il y a de grandes chances que tu progresses, donc ça peut le faire. Donc voilà, les phases, c'est juste se délester, faire des tractions avec un élastique ou avec une machine, faire des tractions excentriques aussi, donc juste faire la phase de descente, travailler aussi un peu en force. Travailler ton grip aussi, parce que quand on fait des tractions, il faut avoir un bon grip, donc une poigne assez ferme, on va dire. Et ça va un peu te défoncer les mains. Moi, les tractions, c'est ce qui me donne de la corne aux mains. C'est comme ça, c'est la rançon de la gloire des tractions. Mais voilà, ça prend du temps, je vous dis, ça dépend d'où on part. Il faut perdre du gras, prendre du muscle, mais voilà, c'est un très bon mouvement.
par rapport à ça. Je crois que tu m'as... Pardon, je suis en train de muer. Hein. Je crois que tu m'as posé une deuxième question. Greg, quelle différence entre les fentes avant et les fentes arrière? Alors, très simple. Les fentes avant, elles favorisent globalement les quadriceps. Les fentes arrière, elles favorisent globalement les ischios et les fessiers. Voilà. Tout simplement par ta position. Si tu as tes genoux, en fait, quand tu fais des fentes avant, globalement, tes genoux vont dépasser ta pointe de pied. Donc, tu vas mettre en gros un focus sur les quadris. À l'inverse, les fentes arrière, ta position, tu verras, elle est un peu différente. Et du coup, tu mets un accent un peu plus important sur ça. C'est pareil quand tu fais du squat, Bulgarian squat, donc squat bulgare ou split squat, donc du squat sur une jambe fixe. Selon ta position, tu peux mettre un focus plus important sur les quadris ou sur les ischios. C'est pareil quand tu fais des leg press. Selon ta position, tu vas mettre un accent un peu plus important sur le quadri ou un peu plus important sur les ischios. Les deux vont travailler, mais tu peux mettre un accent un peu plus important sur l'un ou l'autre. Potentiellement. On a combien de questions? On en a 14. On est rendu à la 10. Il en reste 4. Je sais pas combien de temps on est. Mais on va continuer. Steve, tiré du bas, Carlin, tiré médium. Tiré du bas, médium. Tiré du bas. Donc Steve, on a déjà échangé plusieurs fois. C'est un moment que je te connais. Enfin, que tu me connais aussi. Comment tenir sur la longueur? En fait, ça va revenir un petit peu sur la question précédente, la 5. Après avoir fait un rééquilibrage alimentaire, atteint un résultat voulu, comment le garder? Comment tenir sur la longueur? Déjà, c'est se fixer des objectifs clairs. Il faut toujours avoir des objectifs. Je dis souvent, mais si on n'a plus d'objectifs, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, c'est compliqué. Donc, ça peut être un objectif de performance, ça peut être un objectif de nombre de séances, ça peut être un objectif de passer des tractions, justement, de passer un mouvement, de passer une charge, faire un squat à 100 kg, j'en sais rien, faire un squat, est-ce que tu veux. Ça peut paraître pas peu important, mais ça l'est pour rester motivé. C'est important aussi de trouver son rythme, pas s'entraîner trop régulièrement, 3-4 fois dans la semaine, un truc qui soit cohérent, que tu arrives à tenir à l'année. Prendre plaisir, ça c'est super important dans un environnement qui te plaît. Un minimum, je sais que des fois, voilà, tu vas dans des salles, il y a plein de monde, etc. C'est un peu chiant. Bon, si à chaque fois que tu t'entraînes, c'est un calvaire, essaie de trouver un endroit où c'est moins un calvaire, tu vois, potentiellement. C'est de trouver un endroit où tu mets pas à 3 heures y aller, donc le plus proche de chez toi c'est, le mieux c'est, généralement pour tenir justement dans la longueur. Pareil sur l'alimentation, garder du plaisir, la règle des 20-80, 80% d'alimentation contrôlée, saine, 20% d'alimentation plaisir et un peu transformée s'il y a besoin. Ça va te permettre de tenir sur la longueur. Globalement, rester actif tout au long de la journée aussi, ça permet de tenir dans la longueur. Et voilà, en fait, c'est un cercle vertueux, hein, le fitness. Si tu manges bien, tu t'entraînes bien avec des trucs que tu aimes bien, tu vas vouloir continuer parce que tu auras des résultats et tu voudras maintenir ton physique. Mais il faut faire des choses efficaces. Il y a beaucoup de gens qui perdent pas mal d'efforts à faire des trucs qui sont inutiles, qui se font pas accompagner, je dis souvent, qui font beaucoup de bêtises et du coup ils perdent en motivation parce qu'en fait ils font pas ce qu'il faut. Mais si tu fais ce qu'il faut, que tu t'es bien fait accompagner au démarrage, logiquement tu vas pouvoir tenir derrière. C'est pas toujours évident, je le dis encore, là c'est vraiment dans mon idéal. Je sais très bien que dans la vraie vie il y a beaucoup de gens qui ont des up and down, donc des hauts et des bas, et des fois c'est plus compliqué que d'autres. Mais il faut un peu de discipline. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Je le redis, à demander de l'aide. S'il y a des moments où vous savez que c'est un peu plus tendu. Moi, j'ai des élèves, j'ai dit la dernière fois, mais ils quittent mon programme parce qu'ils se sentent autonomes et puis ils reviennent derrière parce qu'ils ont des moments où c'est un peu plus compliqué quand ils sont tout seuls. C'est pas très grave. Au contraire, moi, je leur dis toujours la porte est ouverte. Et je pense que c'est un signe de maturité et de haut niveau de réflexion quand tu n'hésites pas à demander la main. Tu vois, j'ai des élèves. Mon élève Olivier qui est revenu vers moi, là, ça faisait un an qu'on travaillait plus ensemble. On regardait des news, mais voilà. Et il avait besoin d'un petit coup de motivation, notamment sur l'alimentation, d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes. Et je lui dis, écoute, avec plaisir. Hein. Moi, les anciens élèves avec qui je travaille, ça se passe toujours très bien. Donc je suis content de retravailler avec eux pour relancer un peu la machine parce qu'ils en ont besoin. Et c'est normal. Moi-même, j'ai des fois des moments un peu plus. Voilà. Je perds de motivation sur certains trucs. Voilà, j'ai trouvé des moyens. Donc se faire accompagner, je trouve que c'est un bon moyen pour tenir sur la longueur notamment. Donc voilà, par rapport à ma réponse, Steve. Thibaut. Mais Thibaut, tu m'as posé beaucoup de questions. C'est toi qui m'as posé le plus de questions. En fait, c'est trop bien. J'avais pas vu. Est-il possible d'avoir... Alors, je reprends ta question, excuse-moi. Est-il possible d'avoir une alimentation assez complète pour se dispenser de compléments alimentaires? Alors ça, j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Mais bon, vu le nombre d'épisodes, je peux comprendre que t'as pas forcément ma réponse, pas de souci. Est-ce qu'il est possible d'avoir une alimentation assez complète pour se dispenser de compléments alimentaires? La réponse est oui, je pense.
une alimentation assez complète. Donc c'est-à-dire que tu vas globalement être en santé correcte, bonne. Voilà. Je pense que c'est possible. Faut pas non plus être se complémenter à tout va, etc. Mais c'est compliqué. Encore une fois, je suis pas non plus expert de l'alimentation. Je vais pas m'inventer une carrière sur ça. J'ai des connaissances, j'ai testé des choses sur moi. Mais comme je disais tout à l'heure sur le magnésium, potentiellement, c'est difficile. Moi, je sais que je mange 10 amandes par jour et encore, c'est peut-être pas assez, tu vois, pour le magnésium. Donc, je me complémente. J'en sais rien, si tu manges pas assez de fruits et de légumes, peut-être qu'un multivitamine de qualité peut t'aider à répondre à ce besoin-là. Je ne sais pas, si tu manges pas assez de zinc, peut-être que se complémenter en zinc peut être une idée. Bon, bref, ça dépend des gens. Là, c'est compliqué d'y répondre. Encore une fois, notre alimentation, malheureusement, même quand on essaie de bien faire, elle est un peu dépourvue de nutriments de temps en temps, même beaucoup, dans les fruits et légumes qu'on achète. Donc c'est un peu compliqué, on va dire. Mais voilà, j'ai pas, pour être totalement transparent, j'ai pas, tu vois, moi je suis quelqu'un assez pragmatique et tout ça, et il me faudrait vraiment des études et voir est-ce que, limite, il faut faire une étude complète de ton alimentation, je sais pas exactement comment, faire des prises de sang et tout ça, voir si t'es en carence et complémenter. Mais ça, j'avoue que je l'ai jamais fait. Mais potentiellement, ça pourrait être une idée, parce que souvent, tu vois, on est un peu fatigué et tout ça, mais en fait, ça peut venir de plein de trucs. Ça peut venir justement que tu manges pas assez de tel ou tel type d'aliment, et tu vois, ça peut arriver. Donc, je dirais que c'est possible, mais les compléments alimentaires peuvent quand même être une aide. Encore une fois, il y a de tout dans les compléments alimentaires. Je le rappelle, je ne suis pas objectif. Je travaille avec la marque NutriPure, qui est une marque française de compléments alimentaires. Personnellement, voilà, moi j'essaie de me renseigner aussi sur eux. Enfin, je me suis renseigné sur eux et j'essaie de me renseigner à chaque fois qu'ils sortent un produit. Vous verrez sur leur site, il y a des études, il y a tout. Au moins, ils sont très transparents, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est la marque globalement la plus transparente que je connais. Ils vont tout vous expliquer pourquoi c'est intéressant, pourquoi eux ils ont fait le choix de prendre tel ou tel type de complément et pas un autre. Et du coup, tu comprends les tenants et les aboutissants, et tu vois si c'est adapté pour toi, en fait, globalement. Donc voilà, si jamais vous voulez regarder sur les compléments alimentaires chez NutriPure, vous avez mon code CLEMTRAINER que vous pouvez rentrer quand vous vous inscrivez, vous avez 10% de remise. Et après, c'est un peu un soutien pour moi. À chaque fois que vous commandez, concrètement avec mon code, vous n'avez pas 10% à chaque fois, vous avez juste 10% sur la première commande. Mais en tout cas, moi, ça me soutient, ça me fait une petite rémunération. Et puis si vous voulez soutenir le podcast, sachez que en passant par ce code, ça m'aide. Donc voilà, sachez-le. Si vous aimez le podcast, vous pouvez commander chez NutriPure. Avec mon code, vous pouvez commander plein de choses, soit des compléments alimentaires. J'ai déjà fait pas mal d'épisodes sur ça. Moi, je prends du magnésium, de la créatine, la whey protein généralement. C'est mes 3 indispensables. Et après, je prends le granola, j'aime bien. Les barres de protéines, j'aime bien aussi. Pas mal de choses. La farine de patate douce aussi, j'aime bien. Bref, il y a pas mal de choses, je vous laisserai regarder. Enfin, pas mal de choses. Ils n'ont pas un choix non plus immense, et tant mieux d'ailleurs, parce que ceux qui ont des compléments, des gammes immenses, c'est que globalement, il y a un problème généralement. Donc, vaut mieux avoir peu de produits, mais des produits de qualité, qu'en avoir trop et des trucs qui servent à rien, je pense. Donc, voilà, je les rejoins sur ça, c'est une bonne solution. Bref, question numéro 13. Des conseils pour se donner un coup de fouet, physique-cognitif. Et après, tu avais marqué consommer de caféine. Je pense que tu avais oublié un mot, je pense que c'est sans consommer de caféine, je pense. C'est Thibaut encore. Bon, en tout cas, moi j'ai pris la question, je me suis dit comment se donner un coup de fouet sans consommer de caféine. Parce qu'effectivement, consommer de la caféine peut donner un coup de fouet. Tu prends un petit espresso une demi-heure avant ton entraînement, oui, ça peut donner un petit coup de fouet. Il n'y a pas à dire. Hein. Par contre, pour donner un coup de fouet sans caféine, l'idée c'est de se mettre en mouvement. C'est vrai que, en fait, c'est très psychologique, mais même sans caféine, tu commences ton entraînement, tu fais ton échauffement 5-10 minutes, tu vas l'avoir le coup de feu automatiquement, globalement. Je pense que ça t'est déjà arrivé, moi ça m'arrive très souvent, j'arrive à une séance, j'ai vraiment pas la foi, je suis pas très en forme, je fais mon échauffement et puis petit à petit la température monte et psychologiquement je commence à me mettre en mouvement. J'écoute de la musique, tu vois, de la musique un peu, tu vois, un peu boom boom et tout ça, et ça m'aide aussi, je trouve, à, à me conditionner, tu vois, avant d'aller dans mes entraînements. Souvent, j'écoute pas un podcast, moi, j'écoute de la musique qui va m'énerver un peu, tu vois. Je fais ça, je bois aussi pas mal d'eau. C'est vrai que quand on boit pas beaucoup d'eau dans la journée, souvent on a des grosses baisses de motivation, on est fatigué et tout ça, c'est souvent parce qu'on est déshydraté, donc ça c'est important aussi, je pense. Tu peux faire une courte sieste aussi avant ta séance. Alors pas juste avant, quoique moi je le fais juste avant, mais c'est un peu dur justement de se lever après et de faut aller s'entraîner. Bref, mais en tout cas voilà, tu peux fermer les yeux après manger, ou ça dépend quand tu t'entraînes, mais ça peut être une idée. Et il y a aussi un truc, alors ça je l'ai jamais fait, mais c'est la respiration profonde pour oxygéner ton cerveau. Jamais fait, mais apparemment voilà, tu peux aussi te conditionner comme ça sans prendre de caféine tout simplement. Ça pourrait être une idée.
je pense. Donc voilà, par rapport à ça. Question 14. Mais c'est la même question, enfin c'est le même intervenant. C'est Thibaut, merci pour tes questions, c'est cool. Comment éviter les coups de barre après le repas de midi? Alors ça c'est un sujet, parce que moi j'ai des coups de barre à chaque fois après midi, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que je fais ma sieste d'ailleurs. J'ai trouvé la solution, c'est que j'ai de la chance. C'est que j'ai créé un métier dans lequel je peux faire ma sieste généralement, pas tout le temps, mais après le midi. C'est mon petit moment de repos, j'aime beaucoup. Mais en gros, il faudrait privilégier des repas assez légers. C'est vrai que si tu prends une pizza ou un burger le midi, globalement, tu vas avoir une vieille envie de dormir derrière. C'est logique. Donc, des repas assez légers, équilibrés, avec des sources de protéines maigres, des glucides complexes ou des légumes riches en fibres. Alors, en vrai, moi j'ai remarqué, limite, si je prends pas de glucides ou très peu, tu vois, genre un peu de riz mais pas trop, j'ai moins de tendance à somnoler. Tu vois. Mais c'est vrai que si tu prends une grosse plâtrée de pâtes ou de riz, globalement, alors moi en tout cas je réagis mal aux glucides le midi et c'est vrai que ça me donne envie de dormir. Et c'est pour ça que je vous disais le soir, si vous voulez dormir, prenez des glucides le soir justement. Les gens disent ouais le soir les glucides c'est pas bon. Je sais pas quelle théorie a amené ça, mais globalement pour certains c'est bon justement. Donc peut-être pas manger de glucides le midi et en manger un peu plus le soir si tu veux pas somnoler. Après ça dépend quand tu fais tes entraînements etc aussi. Mais pour ma part en tout cas réduire un peu les glucides le midi, ça m'aide à pas avoir trop envie de dormir. Donc éviter les repas trop riches en sucre notamment, et rester hydraté toute la journée. En gros c'est ce qu'il faut. Un autre tips, ça serait, alors ça c'est dur, hein, putain, ça serait d'aller marcher directement le midi après avoir mangé. Donc en fait, ne pas avoir cette période où tu vas t'allonger soit dans ta bagnole, soit sur un banc, soit sur ton siège de bureau, juste après avoir mangé. En fait, rester assis va clairement te donner envie de dormir. C'est sûr. Donc en vrai, l'idéal serait d'aller marcher. C'est pas évident après manger, mais si tu marches 10 minutes, un quart d'heure, cette phase justement de somnolence, globalement, tu vas la passer à marcher et tu vas mieux digérer généralement et tu vas pas avoir cette envie de dormir, je pense. Donc voilà, en tout cas à tester. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait marcher pas trop mal. Donc voilà, c'était tout pour vos questions, 14 questions. Merci à toutes et à tous pour vos questions. C'est cool, des fois je pose des questions et... Enfin, des boîtes à questions, des fois il n'y a pas de questions, du coup c'est galère. Mais là il y en a eu, donc merci, et surtout Thibaut qui m'a posé 4-5 questions, donc c'est cool, merci. Que des questions pertinentes en plus aujourd'hui, en tout cas des questions que j'aime répondre. J'ai répondu à toutes les questions hein, vraiment que vous m'avez mis, il n'y en a pas une seule auquel j'ai pas répondu, en tout cas au moment où je fais le podcast, donc c'est-à-dire 10-12 heures après avoir posté ma story. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, hein, quand je refais des sessions questions-réponses, à m'envoyer vos questions, ça m'aide beaucoup. Hein. Et puis même si vous voulez écouter des choses particulières dans le podcast ou des invités que vous voudriez que j'invite, vous m'envoyez un message et je serai très content d'avoir une interaction avec vous sur le podcast, vraiment. C'est avec grand plaisir, tout simplement. Bref, je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, et on se donne rendez-vous sans doute la semaine prochaine, hein, on va peut-être pas casser la chaîne ou la semaine d'après. Il est possible d'ailleurs que je fasse pendant l'été un break de podcast, je pense, ou alors un podcast toutes les 2 semaines, on verra. Pourquoi ? Parce que simplement je sais que là en ce moment, même là je le vois, il y a moins d'écoute. Pourquoi je ne sais pas. Mais bon voilà, donc s'il y a moins d'écoute, peut-être que les gens, il y a trop d'épisodes, peut-être qu'il y a des gens ils ont du mal à rattraper le retard, je le sais, parce que ça dure assez longtemps et si t'en loupes un, c'est un peu chiant à rattraper, donc peut-être des fois mettre 2 semaines, vous me direz ce que vous en pensez, mais peut-être que ça peut aider à suivre le podcast sans devoir rusher ou louper des épisodes, etc. Sachant que moi, j'aimerais bien que quand vous écoutez le podcast, vous écoutiez tout, évidemment. Et si vous devez louper des épisodes parce qu'il y en a trop, c'est dommage. Donc voilà, à voir, à réfléchir. Bref, en tout cas, c'est toujours cool de faire les podcasts. J'espère que c'est cool de m'écouter. Et puis voilà, bonne journée à tous et à très vite. Bye bye.